c'est notre 21e édition de cette émission Explore ton centre. Et c'est avec plaisir que je reçois ce soir Manon Langlois. Manon Langlois est une de nos très anciennes membres et qui s'occupe actuellement du programme, enfin des programmes, ce qu'on appelle chez nous pratique et études, et éducation, pardon, toute une différence dont tu nous parleras peut-être. Et voilà, donc au lieu de dire des bêtises, je crois que le mieux c'est que je la laisse se présenter elle-même, et puis ensuite nous pourrons échanger avec elle sur son expérience personnelle à Shambhala et surtout sur sa vision à la fois du centre et des enseignants. Donc je te donne la parole. Qui es-tu? Grande question. Grande question. Ben oui, Manon Langlois. Membre du Centre Shambhala depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé en l'an béni de l'an 2000. Wow. Oui, tout début de l'an 2000. Alors c'est facile à retenir. En tout cas, j'ai pas de questions à me poser. Quand est-ce que j'ai commencé? C'était quelle année déjà? Non, 2000, très précisément. Et ce qui m'a amené d'abord à Shambhala, c'est une sœur, une de mes sœurs, c'est aussi simple que ça, qui pratiquait ici déjà depuis quelques années, je dirais, depuis peut-être 4 ou 5 ans quand même. Elle avait déjà un bon bout de chemin d'accompli. Et moi, je la regardais aller, puis je voyais ça, puis... mais à l'époque, ma fille était très jeune. Ma fille est née en 93, donc fin des années 90, ma fille était encore jeune et tout ça. J'avais mon conjoint. Et je n'étais pas prête à investir, à commencer à quitter. Je connaissais les formules, les fins de semaine et tout ça, puis j'étais pas prête. Alors, à un moment donné, c'est elle qui m'a offert un premier programme. En fait, non, je suis venue, c'est vrai, je suis venue assister à une causerie. À l'époque, quand le tout premier programme public qui était offert, ce qu'on appelle le niveau 1, l'art d'être humain, la causerie du vendredi soir était toujours offerte au public, de sorte qu'on pouvait venir assister à la causerie du vendredi soir et décider de là si on poursuivait pour la fin de semaine ou pas. Il y en a qui étaient déjà inscrits pour tout le week-end, mais on pouvait aussi venir assister à la causerie. Et c'était une bonne façon de goûter d'abord aux enseignements, de saisir l'atmosphère, le pouls du centre qui, à l'époque, était au centre-ville de Montréal, pleine rue Sainte-Catherine. Et c'est ça, j'ai assisté à une causerie, mais à cette époque, ma fille était jeune. Mais j'avais connecté, j'avais adoré ça. J'arrive pas à me rappeler qui avait donné la causerie. Je me rappelle que mon niveau 1, je l'ai fait avec un enseignant très, très actif qui est décédé depuis, là, Stéphane Bédard, mais cette première causerie-là, mais je me rappelle que j'avais connecté avec les enseignements, j'avais connecté avec l'idée aussi, l'idée de méditer, l'idée de s'asseoir, de reposer, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, beaucoup. Et l'idée aussi, je pense, de l'expérience humaine. Moi, je pense que ultimement aussi, il y avait ça derrière. Parce que d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été attirée par les expériences à connotation spirituelle, humaine, qui regroupent des gens, adolescente, je participais à des week-ends qui s'appelaient les camps d'expérience chrétienne. Et on n'était pas particulièrement pratiquants dans la famille, mais c'est sûr que j'ai été baptisée à l'Église catholique et tout ça, mais
Je pense que j'ai fréquenté l'Église jusqu'à l'âge de 10-11 ans à peu près, mais il y avait une soif de spiritualité quand même qui était là. Et à l'adolescence, je me rappelle, j'ai fait quelques camps d'expérience chrétienne. Après ça, d'autres trucs d'été, des camps d'été, sous le chapeau, pas de la religion, mais il y avait de l'expérience, il y avait un peu de spiritualité derrière ça. J'ai une recherche, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, d'aussi loin que je me rappelle, j'étais comme attirée vers ça. Et dans la vingtaine aussi, j'ai rencontré quelqu'un, un ami français, qui était bouddhiste, qui était de passage ici à Montréal, puis qui était bouddhiste, pas dans une tradition tibétaine, je crois, c'était du bouddhisme mahayana, avec un mantra et tout ça, c'était assez... Puis il y avait une communauté ici à Montréal, et je me rappelle qu'à l'époque, on parle là des années 80. Je me rappelle que j'avais communiqué avec le centre pour avoir des renseignements, mais encore là, j'étais comme pas prête. Et ça a pris toutes les années 80 jusqu'aux années 2000, jusqu'à ce que ma sœur fréquente ici le centre Shambhala, pour que là, j'ai des échos plus précis de ce qu'est la pratique du bouddhisme, parce que tant qu'on n'y a pas goûté, tant qu'on n'y a pas touché, je pense que ça reste quelque chose d'un peu exotique. On ne sait pas, hein? On ne sait pas trop, mais je me rappelle la première causerie que j'évoquais tantôt. C'était comme, oh wow! Puis je me rappelle qu'on était allé prendre un verre après avec des gens, puis tout ça, puis comme, mon Dieu, tu sais, puis d'où cet attrait de se regrouper, d'être avec des gens, puis échanger, communiquer, et c'est ce que Shambhala offrait. Mais ça a pris encore quelques années avant que je me décide à plonger véritablement, donc ce qui remonte à l'année 2000, avec le début de l'apprentissage Shambhala qui s'est fait progressivement. C'est une notion d'engagement, en fait. Oh que oui! Pour que tu attendes comme ça, oui. Tu avais l'intention de t'engager. Ben, je pense que oui, tu touches quelque chose parce que je ne pouvais pas imaginer commencer puis abandonner, c'est pas vraiment mon genre. Quand j'embarque dans quelque chose, d'habitude, c'est pas une question de passion et je suis pas quelqu'un comme ça non plus, mais c'est je sais pas, c'est une façon là, de dire, ben moi je le fais, puis là je le fais encore, mais c'est sûr que après tout ce temps, ben il en reste encore beaucoup à faire. Il en reste beaucoup encore à faire. Et là, je suis à un stade où je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais plus loin ou si ce que j'ai là, si je continue comment dire, de creuser ce qui est déjà entamé plutôt que d'aller... Enfin, c'est drôle, on n'a jamais fini de toute façon. Hein? Il y a une citation qui décrit ça, c'est dans le bouddhisme, c'est quand tu es sur le chemin, au bout d'un moment, c'est le chemin qui avance. Donc, en fait, il faut laisser les opportunités venir. Oui, oui. Ça se fait tout seul. Oui, ben probablement. Et quand les choses surgissent à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut, c'est là qu'on s'engage ou qu'on va de l'avant, ou je ne sais pas trop. Je parlais avec une enseignante américaine, Judith Zimmer Brown, qui nous a visités l'année passée, grande enseignante, qui nous a transmis des pratiques et tout ça. Et là, je lui exposais ma situation, à savoir que, bon, ben là, je suis à telle étape, je ne sais pas trop, j'ai l'impression d'être un peu embourbée, tout ça. Puis elle m'a regardé, elle m'a dit, tu peux pas être embourbée, ça se peut juste pas. Tu es là où tu es, et c'est tout, tu sais. C'est très, ben, à la fois rassurant ou peut-être réconfortant. C'est ça, c'est qu'il y a des moments d'acquisition, puis il y a des moments
maturation. Ouais. Puis il y a des moments, c'est ça, on prend, Ouais. on digère, on prend, on digère. Et chacun, hein, chacune. Une comparaison un peu grossière. Oui, oui, non, mais. Non, c'est ça, on prend l'image qu'on veut, mais c'est ça, chacun y va de son rythme, avec son cœur, avec ce qu'il est, avec ce qu'il est. Parce que depuis 2000, j'ai j'ai à toute fin pratique jamais arrêté de fréquenter le centre, de venir méditer. Il y a peut-être une petite période, à un moment donné, peut-être un 6 mois, où j'avais comme une formation qui était un peu extérieure, connexe, je dirais, avec quelqu'un qui était lié au centre, mais en tout cas, c'était un peu connexe. Alors, pendant ces mois-là, je suis venue peut-être un peu moins, mais néanmoins, je pense que je venais une fois par mois pour la méditation du mardi, parce que ce qui était important pour moi aussi dans cet engagement-là, c'était que à partir du moment où tu deviens membre et tout ça, ben, tu te rends utile, tu collabores à la vie du centre et tout ça. Et pour moi, la toute première façon de m'engager puis de me rendre utile, c'était d'être là les soirs où il y a de la méditation, soit comme, au musée, comme personne qui est là pour diriger la méditation ou comme portière, ceux qui connaissent les habitudes du centre. C'est ça, on a besoin de gens. Ben oui, c'est ça, de garder la porte et tout ça. Alors ça, j'ai jamais dérogé à ces tâches-là. Je trouve ça tellement important, tellement important. C'est sûr que, bon, avec le temps, après toutes ces années, ben là, j'ai commencé, on a suivi des formations pour formation de relève enseignante. Alors, bon, on commençait à donner des causeries tranquillement, mais encore là, ça se fait à un rythme assez lent, assez modéré, je dirais, parce que c'est quelque chose, je trouve. Oui. C'est un chemin aussi. Oui, oui, ça aussi, tout à fait. Puis c'est pas, comment dire, je me rappelle les premiers temps, les premières années, tu sais, j'étais, il y avait un peu d'avidité, là, hein, j'étais là-dedans, puis je lisais beaucoup, beaucoup, puis là, je regardais les enseignants qui venaient, autant nos enseignants locaux que ceux qui venaient des États-Unis et tout ça, ou peu importe, ou de Nouvelle-Écosse, peu importe. Puis je me disais, oh mon Dieu, il me semble que j'aimerais ça, faire ça, tu sais. Mais c'est un investissement, c'est vraiment puis un engagement, et c'est ça de l'étude, et c'est toute une... J'admire infiniment, moi, les grands enseignants qui ont mené leur vie de ville, leur vie professionnelle, et qui ont atteint des niveaux d'enseignement très élevés. Je trouve ça vraiment admirable. Vraiment admirable. Oui. Je ne l'ai jamais dit à personne, là, mais... Mais, Ouais. oui, en même temps, ce sont comment je dirais, des phares qui t'éclairent la route. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est très inspirant. C'est ça. C'est très Franchement, inspirant. Judith Seymour Brown, qui est quand même un phare assez puissant. Tellement, tellement. Oui, autant comme femme, hein, comme personnalité, on l'a eu comme enseignante, puis on a pu la côtoyer à l'extérieur un petit peu, tout ça, manger avec elle. Et mon Dieu, il y a quelque chose de... Oui, c'est un être humain, c'est pas une star. Non, non, pas du tout, hein, que non. Non, au contraire. Elle est très, très, très accessible. Oui, au contraire. Oui. Alors, c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. Et alors, à travers tout ce parcours-là, comment tu vois l'évolution de Shambhala par rapport à toi, hein. Ouais, C'est pas un aussi. jugement que je te demande, c'est un ressenti. Mm. Parce que tu as quand même connu un bon 25 ans là, d'évolution de Shambhala. Oui, Parallèlement à une évolution du monde aussi.
Donc, toute une expérience de vie, c'est ça qui est intéressant Oui, oui. de voir à travers tes yeux comment tu as vu et vécu sans aborder Mm, des aspects personnels. Juste un témoignage, en fait. mm. Puis après, on parlera après de la Oh, situation présente, mais oui, oui, c'est ça. Mais là, tu veux savoir comment je vois c'est- comment tu vois d'où tu viens et par où tu es passé pour arriver là. OK. Je parle Ah, OK. Oui, oui. du centre Oui, à oui. travers ton vécu, je ne demande pas Mhm. un témoignage Non, non. euh, euh, sans, sans tes sentiments ou sans tes émotions personnelles. C'est juste, au contraire, Mhm. avec ta vision de ce que tu attendais, ce que tu as Oui, trouvé et oui, comment oui. ça t'a fait OK. évoluer. Des fois, on est déçu de quelque chose, puis on se rend compte que c'est en fait c'est ça qui nous a fait Mhm. progresser. Enfin, tu vois, ce Oui, genre oui, de oui, choses. oui, je comprends. Mm. Ben, je peux dire que dans cette perspective-là, je pense que j'ai ressenti relativement rapidement les effets autant de la méditation que de la fréquentation d'un centre de méditation, puis d'une sangha, d'une communauté. J'ai ressenti vite les effets que ça pouvait avoir sur ma vie. Ça, je peux dire que je les ai vite. Puis, en fait, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais le même emploi, le même job que j'ai eu jusqu'à il y a 2 ans, quand j'ai pris ma retraite. Et je crois que ça a été infiniment utile de pratiquer la méditation, puis de fréquenter un centre et d'avoir des responsabilités, parce que tout au long de ça, je me suis impliquée, j'ai été sur le conseil pendant 2 ou 3 ans, et sur le conseil de gouvernance, et ça m'a apporté beaucoup ben, tu travailles avec ton esprit toujours, hein, puis tu le vois, là, comment tu réagis, puis comment tu, ouais, tu réagis face à certaines choses, des fois des bonnes réactions, des fois des moins bonnes, et puis là, tu dois aller. Et c'est assez particulier. Et je travaillais pour ce qui était de mon travail, dans la vie de tous les jours, moi, je travaillais en radio comme rédactrice publicitaire. La radio, c'est un monde fou, là, ça court tout le temps là-dedans, puis ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion. Ça parle de tout et de rien. Et alors, des fois, je prenais un pas de recul, puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, c'est ça, des fois, c'était un bain de confusion. Et en même temps, bon, il y avait de la richesse aussi, hein, c'est sûr. Il y avait un peu de tout, mais je pense que le fait de pratiquer, puis le fait d'être impliqué, ben c'est ça. Je pense que ça fait que tu es toujours en mesure de voir les choses plutôt que d'être immergé, de plonger, puis de réagir, puis de te noyer à quelque part. Ça t'a aidé à prendre un peu de recul. Oui, oui, je pense que oui, ça m'a été très utile parce que c'était quand même un milieu stressant aussi. Alors, j'étais stressée, c'est sûr. Ma fille pourrait vous en parler. C'est le souvenir des fois qu'elle garde de moi quand elle était plus jeune. Maman, t'étais tellement stressée. Mais heureusement que je méditais. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas médité? Des fois, je lui réponds ça. Imagine ce que ça aurait été si j'avais pas médité. Mais c'est ça. Et ben, comment dire, les enseignements sont et sont encore et toujours tellement riches et tellement vastes. Encore cette semaine,
je co-enseigne un cours qui est ouvert à tous, là, vraiment un cours du début, là, qui se donne en 6 semaines, sur 6 semaines. Et on parlait d'un livre, puis le livre de Chogyam Trungpa, La voix sacrée du guerrier. La base. Ben voilà, c'est la... Et là, il y a une des participantes me dit ah, ben, je suis rendue au milieu, tout ça, tu sais. Là, j'ai dit, ma chère, j'ai dit, tu vas le lire là, mais tu vas le lire et le relire. J'ai dit, je pense que ça fait 25 ans que je le lis et que je le relis, puis que je trouve encore, j'ai lu autre chose, là, c'est sûr, on ne lit pas que ça, mais c'est le genre de livre auquel on revient, puis C'est comme un escalier en colimaçon, à chaque tour, on monte d'un étage. Oui, ah non, c'est vraiment extraordinaire. C'est assez... ben, je pense que c'est un grand privilège d'avoir ces enseignements-là en plus, hein. Puis ici à Montréal, on a quand même été chanceux, je pense. La Sangha, la communauté a réussi à se tenir, à se maintenir, même si, comme dans n'importe quel, d'après moi, organisme, ce qui est fait sur une base de bénévolat et tout ça, il y a toujours des départs, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui restent, puis il y a des gens qui restent plus longtemps, moins longtemps. Est-ce que tu peux nous développer un peu, parce que y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas en fait les activités du centre. Donc la Sangha, c'est le nom que nous donnons à la communauté. Et comment tu vois le rôle de la Sangha dans ton cheminement? On va rester avec toi, mais en même temps explorer ce qui se passe dans le centre. C'est le titre même de l'émission. Ben, quelle importance ça a? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, à la fois d'en être et en même temps de la regarder? Oui. Ben, je parle pour moi, là. Je pense qu'il y a toujours eu, à cause de la façon dont je suis faite ou de la façon dont je gère ma vie et mes activités, ou je ne sais pas trop, il y avait la vie au centre, avec la Sangha, la communauté, tout ça, et il y avait la vie à l'extérieur. C'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à étudier les enseignements Shambhala qui découlent carrément du bouddhisme, là, ce sont des enseignements bouddhistes. À partir du moment où c'est ça, où tu commences à étudier, tu es imprégné, c'est sûr que quand tu ressors d'ici, puis c'est comme... c'est pas le zip qui se ferme, puis le dharma reste enfermé. Il y a pas un dedans et un dehors. Tu rouvres le zip, puis, comme si on ouvrait le cœur, puis on fermait le cœur. Tu sais. Non, pas du tout. Je pense que il y a des trucs qui se dépeignaient, mais d'une certaine façon, c'est ça. Il y avait la vie au centre, puis la vie à l'extérieur, d'une certaine façon. Et ce qui me permettait d'apprécier les deux, mais en même temps de voir les bons côtés et les côtés plus difficiles des fois. Mais ça, c'est partout de toute façon, hein. Que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle ou spirituelle, il y a des trucs... Il y a des trucs dans lesquels on est bien, puis d'autres trucs dans lesquels on n'est pas bien. Hein? C'est ça. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Il n'y a pas de réponse à ma question, il y a ta réponse à ma question. Donc, non, c'est tout à fait ça. Mais c'est une bonne question, par exemple, parce que j'ai souvent dit que quand on prend refuge, là, quand on devient bouddhiste, on prend refuge dans le Bouddha, qui est le modèle, dans le Dharma, qui représente les enseignements, et dans la Sangha, qui est la communauté.
j'ai souvent dit que la sangha était le joyau le plus difficile à polir parce que, c'est ça, tu as les relations humaines, tu as les personnalités de chacun, chacune c'est ça, qui se déploient. C'est comment la spiritualité s'intègre dans le vrai monde, si je veux Oui, dire, dans le oui, monde que complètement. nous pensons réel. C'est ça. Et comme je dis, il y a des amis qui fréquentent pas le centre, tout ça, puis qui savent que je médite et que je suis bouddhiste et tout ça, puis qui, tu sais, quand je m'emballe ou je sais pas trop que je leur dis que j'ai poigné un nerf ou quelque chose comme ça, tu sais, ben là, t'es supposé être zen, toi, t'es supposé... non, pas toujours, pas toujours. Ça rend pas parfait, hein, quand même. Est-ce que les zen sont zen? Je pense que c'est une expression qui ne veut rien dire. Ah oui, Enfin, ça, c'est un autre une problème. autre histoire. Toi qui Là, on est passé par là. On diverge. Ouais. C'est certain que la sangha est un véhicule important de la pratique. Un aspect important. Tu as évoqué, on peut continuer à en parler, d'ailleurs, tu as évoqué aussi le fait que le centre repose sur la sangha, en fait, puisque nous sommes autogérés, puisque nous n'avons pas de personnel, tout est mis en route, géré et effectué par des membres, Ouais. enfin des membres, des personnes qui fréquentent le centre, mais elles ne sont pas membres. Et c'est une espèce de mini-société en soi, autogérée et qui permet justement aux enseignements de pouvoir être transmis, y compris à travers cet échange entre les membres. Oui, donc, c'est ça. ça. C'est un peu ça dont on parlait. Oui, puis comme on est tous... dont je t'évoquais. Non, c'est ça, mais comme on est tous là pour étudier, pour apprendre, pour pratiquer, tout ça, ben, dans les moments plus serrés, plus rudes, plus rugueux, ben là, on peut se servir des enseignements, puis on peut se servir de la pratique pour gérer ça, essayer de gérer ça d'une autre façon. Et encore là, ça rend pas les choses parfaites, ça rend pas les choses... Mais c'est ça. À propos de rester zen, là, entre guillemets, on y revient. Justement, c'est ça, c'est cette idée de tout ce qui passe est un enseignement. Donc, souvent, on a l'impression que pour être éveillé, pour être présent au monde, c'est un endroit agréable, etc. Non, on est dans le vrai monde. Et on a autant à apprendre des bonnes choses, comme des enseignements, des belles fleurs, des arrangements, des statuettes, des choses comme ça, que des ennuis, des conflits qui se passent dans le centre, enfin entre les êtres humains, donc dans le centre. Ouais, tout à fait. On a autant à apprendre. Donc c'est un équilibre entre les deux, et la sangha est un bon support pour ça. Oui, et toute la force des enseignements Shambhala est là aussi, hein, le fait ben, c'est pour ça que Chogyam Trungpa a amené ces enseignements-là, hein, c'était vraiment pour rendre les enseignements accessibles aux gens qui travaillent, qui ont une vie, qui ont des enfants et tout ça, et qui veulent ajouter un aspect sacré, peut-être, un peu, à leur vie. Ben, c'est ça, il n'y a pas de... D'ailleurs, un de ses premiers livres, c'est pas le premier, mais dans les premiers livres, ça s'appelle Méditation et Action. Action. Et parce que l'action est aussi une méditation. Enfin, peut être aussi. Ouais. Elle peut être utilisée oui, tout à fait. Pour la méditation. Ouais. Donc, il n'y a pas de séparation, en fait. Et ça, c'est ça qui n'est pas facile. Ah, j'allais le dire. Plus facile à dire qu'à faire. Après toutes ces années, ben, tu le sais comme moi, après toutes ces années de pratique, mais en même temps, il y a comme une volonté, une énergie, une motivation qui est là, une confiance, ou je ne sais pas trop,
autant dans les enseignements que dans la pratique. Il y a quelque chose qui est là, même si, de toute façon, on se l'est fait dire, il ne faut pas attendre, faut pas escompter de résultats précis, il ne faut pas, tu sais, moi, là, ça, je me rappelle à mes débuts, dans les premières années, je pense, dans 5 ans, moi, j'aimerais ça être tantrika, ou, tu sais, accéder à certains niveaux, puis la vie n'a pas fait que, ou en tout cas, moi, j'en ai décidé autrement. Alors, Oui, puis c'est pas parce qu'on a une étiquette qu'on a l'état qui correspond à l'étiquette. mais non, exact. Alors, mais c'est ça, et en même temps, il y a... Parce qu'on disait tout à l'heure, l'important c'est le chemin en fait. Oui, C'est oui. Lao Tzu qui dit ça. Le chemin est le but, mais c'est une réalité. Oui. Alors, on chemine. Alors, venons-en au centre. Que dans l'état actuel des choses, toujours en parlant de toi, comment tu vois ce qui se passe ici dans le centre en ce moment, à travers tout ce qu'on vient de traverser, là, de crises diverses, externes et internes. Donc on est arrivé aujourd'hui à avoir ce centre qui est quand même un outil merveilleux grâce à... donc, je peux en parler parce que c'est pas grâce à moi, donc grâce aux gens qui nous ont précédés, qui ont continué cette œuvre qui a commencé quand même il y a 50 ans, puisque le centre a fêté ses 50 ans il y a déjà 2 ans. Oui, en 2023. Donc c'est quand même un bel aboutissement. Et je parle pas seulement je parle pas des locaux, hein, je parle de tout, c'est-à-dire à la fois la communauté dont on vient de parler, mais aussi les enseignements qui sont donnés ici étaient bien passés pour en parler, et puis aussi la spiritualité qui rayonne autour, c'est-à-dire comment on se connecte à la communauté qui est autour de nous, c'est à la fois de Montréal, mais aussi de Shambhala International, enfin, maintenant ça s'appelle Global, etc. Donc, état des lieux aujourd'hui à travers tes yeux, tes oreilles et autres. Je peux pas m'empêcher d'être un peu préoccupée. On réalise, on va de l'avant, pardon. Mais c'est ça, il y a je dirais, un manque d'effectifs. On souffre d'un manque d'effectifs. Les programmes tels qu'ils sont présentés et offerts, surtout ceux de fin de semaine, nécessitent du personnel, des bénévoles en place pour aider aux tâches et tout ça. Et c'est difficile à recruter. Au niveau du corps enseignant aussi, on peut pas se le cacher, on est une sangha quand même assez vieillissante. Alors, il y a des enseignements qui sont plus difficiles à obtenir parce qu'il n'y a pas de professeurs disponibles pour les prodiguer, les dispenser. Alors, c'est un peu préoccupant, mais en même temps, j'ai comme une confiance en ce qui est là, parce qu'il arrive toujours quelque chose. C'est pas notre premier barbecue, comme on dit. Ce ne sont pas les premiers défis auxquels on a à faire face. Il va probablement y avoir des changements, des transformations, des choses qui ne vont pas se perpétuer comme elles se sont perpétuées depuis, comme 50 ans ou presque, là, tu sais, je veux dire, parce que, somme toute, les programmes, si on parle des programmes Shambhala, là, qui sont la base là, de ce qu'on donne comme enseignement, je pense que ça n'a pas trop changé depuis tout ce temps-là, le principe là, le professeur avec
les directeurs adjoints, puis les bénévoles autour et tout ça, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Puis c'est ça, c'est difficile de maintenir ça, là, parce que... Puis est-ce que c'est une formule qui convient au rythme aujourd'hui? Mais comme je dis, en même temps, il y a une partie de moi qui a confiance parce que des épreuves, on en a traversé, puis Alors c'est ça, il va falloir faire preuve peut-être d'un peu d'audace ou d'imagination ou d'ouverture. On n'en est pas encore au point critique, là, mais des fois, tu sais, c'est un peu préoccupant. Il faut anticiper. Oui, oui, c'est un peu préoccupant de cette difficulté qu'on a à recruter des gens pour revenir aider, tout ça. Alors, donc, est-ce qu'il faut rafraîchir, changer, présenter les choses différemment? Mais, enfin, je sais que moi, il y a une confiance qui est là quand même. Mais il faut... Objectivement, ça tourne. Oui, oui, oui. Objectivement, ça tourne. Oui, oui. Alors, on se pose des problèmes d'avenir, enfin, on va en parler après de l'avenir, mais c'est sûr qu'on arrive, bon gré mal gré, on arrive quand même à faire tourner ce centre et à donner des enseignements, mais c'est souvent très, très équilibriste. Oui, oui, sur un mince fil. Oui, mais ça tourne. Oui, 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 tout à fait. On s'en sort finalement, mais le noyau de la Sangha est vraiment extraordinaire. Ça, il y a un dévouement qui m'ébahit, qui est oui, au sens de oui, vraiment, vraiment. Ça aussi, c'est inspirant. C'est très inspirant. À commencer par toi, comme directeur, je dirais. Ouais. Merci, mais enfin, je serais tout seul, ça ne fonctionnerait pas. Non, c'est un fait. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça, moi, ce qui est à la base de tout ça, ça reste la pratique quand même. Hein? Ça reste la pratique et si on peut continuer d'offrir aux gens de l'extérieur une place de pratique, ne serait-ce que temporaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais comme moi, qui viennent ici puis qui ne font que passer. Ils viennent un soir, 2 soirs, puis on ne les revoit jamais, ou il y en a qui viennent pendant 1 an, 2 ans, on ne les revoit plus. Tu sais, il y a vraiment de tout, là, mais il y a encore du monde qui vient méditer. Voilà, et des jeunes. Oui, oui. Mais c'est comme en fait, on sème des graines. Tu disais tout à l'heure que dans ta propre histoire, entre la première fois où tu es allé dans un centre Shambhala, enfin dans notre centre Shambhala, qui n'était pas ici, mais peu importe, et puis après, tu n'es pas retourné. Et puis c'est des années après, c'est ça, je pense, qui se passe. Oui. C'est qu'il y a une maturation, c'est comme des graines, quoi. Il y a un moment, on plante des graines, on met de l'eau, puis il ne se passe rien. Puis d'un seul coup, des mois ou des années après, il y a quelque chose qui sort. Je pense que c'est un peu ça. Donc, avec les conditions favorables. C'est ça, avec les conditions favorables, à tous les sens du terme. Oui. Et c'est ça qui doit nous guider, en fait. C'est pas attendre des résultats immédiats, mais non, semer des graines. Surtout pas. Oui. Puis même, c'est des gens qui décident d'aller sur une autre voie, mais c'est grâce au fait qu'ils soient venus ici qu'ils vont se trouver leur voie ailleurs. Oui, absolument. Absolument. Non, c'est ça. Je reste très ouverte par rapport à ça. Moi, j'ai fait le choix de fréquenter un seul centre. C'est le seul centre que j'ai jamais fréquenté dans ma vie. Je suis jamais allée voir ailleurs. Ça m'a jamais intéressée. Ça m'a jamais attirée. Mais je sais qu'il y en a qui aiment
plus Butiner. Puis c'est correct. Je veux dire, Ouais. c'est leur choix. Je peux très bien comprendre. On peut pas imposer. Ça s'impose pas, ça. Oui, Ça mais en s'impose fait, pas. c'est ces personnes qui vont voir ailleurs, qui au besoin reviennent ici, Aussi. pollinisent, si j'ose dire. Oui. Hein. C'est-à-dire que même si toi tu vas ailleurs, tu vas nous polliniser ailleurs, et puis si quelqu'un qui a travaillé dans d'autres groupes, enfin qui a appris dans d'autres groupes, vient chez nous, va nous aussi nous apprendre quelque chose. Absolument. Donc c'est bien, au contraire, qu'il y ait ces Mix. fonctions différentes. Il faut des gens qui soient sédentaires, si j'ose dire, qui aident à ce que la structure soit solide. Oui. Et puis en même temps, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu mobiles pour apporter du nouveau, et puis des énergies nouvelles, et puis des connaissances nouvelles. Oui, oui, tout à fait. Ça nous amène d'ailleurs à la troisième partie de notre entrevue. J'en ai pas fait exprès, hein, c'est grâce à toi. Qui est, on est là où on est, je parle au point de vue de comment fonctionne notre centre, et Dieu sait que, enfin, je n'ose pas dire Dieu parce que, enfin, bon, Bouddha, bref, tu sais. que le monde en ce moment est en pleine ébullition, en plein chaos, et ça risque pas de s'arranger dans les semaines ou les années qui viennent. Et donc ma question est à double détente, c'est comment tu vois l'évolution, alors je parle dans le fonctionnement et dans le fonctionnement interne de notre centre par rapport à ça, et en même temps, en parallèle, mais sauf que c'est des parallèles qui se rejoignent, quel rôle pourrait jouer à la fois notre centre, et j'ai dit nos centres parce qu'il y a aussi toute la Sangha Shambhala internationalement. Est-ce que nos enseignements et la façon dont nous les divulguons peut jouer un rôle dans ce chaos, et voilà, donc d'abord à l'interne, et puis ensuite dans le rayonnement. Et puis en même temps aussi, le rayonnement, il est dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a à apprendre du monde extérieur et de son évolution actuelle, qui est aussi, bon, je parlais de chaos, mais c'est chaos, Sogam Dompa disait lui-même, le chaos est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Oh my. Grande question. C'est pas un piège, c'est juste Non, comment non, tu non, ressens non, ça. C'est une question qui demande de la réflexion. Réfléchis. Et celle-là, je m'y étais pas préparée comme telle, là. Je ne l'avais pas prévu non plus. Mais... Ben, comment dire? De mon point de vue, je pense qu'il va falloir apporter des changements, mais je ne sais pas lesquels. Je ne sais pas de quel ordre, je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce qu'il faut... Tu parles d'adaptation. Oui, c'est ça, c'est ça. D'adaptation à un changement. En fait. Oui, c'est ça pour l'avenir. Parce que, comme je disais tantôt, on s'en sort, mais c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance. Si je compare avec mes premières années de pratique où on avait une liste d'à peu près 60 personnes quand venait le temps de choisir les bénévoles. Puis là-dessus, il y en avait 20-25 qui venaient. Des fois, moi, le premier programme que j'ai coordonné, c'est une anecdote, là, c'est anecdotique, là, mais le premier programme que j'ai coordonné, là, je pense qu'il y avait 22-23 bénévoles. J'avais le choix de leur donner ou pas des tâches parce que, OK, lui, je vais le garder en relève au cas où j'ai besoin de quelqu'un. Ah non, c'est fou, là. Mais bon, à l'époque, on faisait des téléphones en plus. Hein. Ça, c'est ça. Tout est là. Hein, on a vécu cette évolution-là. Moi, j'ai commencé
avec le Internet, courriel et tout ça, c'était pas complètement installé au début des années 2000, c'était pas systématique. Et là, depuis 15-20, depuis une quinzaine d'années minimum, depuis fin 2000, avant 2010 et tout ça, là, on a commencé à travailler avec les courriels. Puis on dirait que c'est là que C'est moins direct. c'est moins direct, c'est moins personnel, c'est, ça ajoute à la confusion parfois. Euh, alors, c'est ça, ça prend. Il va falloir qu'on pratique beaucoup, je pense. Il va falloir qu'on pratique beaucoup, mais. Et c'est pour ça que je dis que l'important, à mon sens, c'est de pratiquer Mhm. pour que l'espace puisse se créer, puis que la sagesse puisse émerger d'une certaine façon. C'est sûr qu'il faut continuer d'étudier aussi, mais parce que, enfin, c'est ça. Et il va peut-être falloir aussi, si on veut, de la relève, hein, des gens qui puissent poursuivre. Il y a des changements à faire aussi, parce que les nouvelles générations, ils ne travaillent pas comme nous, ils sont pas. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est moins. C'est pire, c'est différent. C'est très, très, très différent. Mhm. Alors, Ouais, c'est un peu c'était ma question, la deuxième partie de ma question, c'est le monde change, mais bon, c'est une façon évaporée de dire le monde change, mais c'est quelque chose de technique, de précis. C'est que nos enfants, ils ne travaillent pas comme on travaillait, donc on ne peut pas leur demander, on ne peut pas leur offrir de prendre la succession d'une lignée, d'une communauté, d'un centre, parce que c'est eux qui vont nous succéder. Enfin, je ne parle pas personnellement, mais non, dans non. leur génération. Et, et c'est sûr qu'ils ne vont pas utiliser les mêmes outils. Donc, comment nous, on va s'adapter à cette transmission? Et comment eux vont s'adapter à notre transmission? Voilà, c'est ça. Il y a une question de choisir Mm. les prismas, les femelles, là, pour avoir le courant. Donc, est-ce que on a tout le problème quand on voyage, là, on est obligé de trouver un tas d'adaptateurs. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on va trouver comme adaptateur pour que le courant continue à passer? À passer, oui, absolument. Mais tant qu'on garde, je pense, la confiance, tant qu'on garde une confiance, que ce soit dans les enseignements ou dans la pratique, je reviens toujours à la pratique parce que c'est ça. Si c'est comme, peut-être que je fais aussi une différence aussi entre les enseignements Shambhala pur et simple, pur et les enseignements bouddhistes. Les enseignements bouddhistes ont survécu depuis plus de 2000 ans, 2500 ans. Shambhala existe depuis moins longtemps quand même. Est-ce que les enseignements Shambhala vont survivre à tout ça? Je ne sais pas. Survivre sous cette forme ou sous une autre, c'est ça la question. C'est ça, voilà, exact. Ou ne pas survivre. Ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. On ne connaît pas l'avenir. Non, c'est ça. Tels qu'ils sont transmis en ce moment, on dirait qu'il y a comme il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais, je sais pas, on dirait que, je sais pas. Alors, il y a probablement des ajustements à faire, mais bon, en même temps, je parlais du cours que je co-enseigne, ça se bouscule pas, mais il y a des jeunes. Il y a des jeunes, les gens inscrits sont... il y a quelques jeunes avec nous et c'est très... c'est le fun. Les causeries du mardi soir, parce que je suis plus impliqué dans les causeries du mardi soir. Ouais. C'est une majorité de jeunes. De jeunes, hein? Une majorité de jeunes. Alors, c'est ça. Et puis il y en a, on a des bonnes participations. Oui. Alors effectivement, ce n'est pas forcément des gens qui reviennent, mais je pense que c'est aussi une question de génération. Ça.
les gens sont plus habitués à être interconnectés à distance, Oui. travaillent des téléphones avec Internet, Oui. et ils sont moins habitués à la présence. Puis la Mm. Covid n'a pas arrangé les choses parce que les gens ont pris l'habitude d'être chez eux. Tellement. Et ça, c'est vrai pour tous les bureaux, etc. Bon, ça, c'est une Tellement. autre Et pour histoire, on va pas nous. rentrer là-dedans. Oui. Mais c'est vrai que dans notre centre, ça a changé. Notre centre a eu la chance de s'adapter d'avance même, puisqu'on Mm. on a installé tout ce qui est audio-vidéo Ouais. avant la Covid, donc ce qui Ouais. fait qu'on a survécu, parce qu'on avait déjà les outils avant la Covid. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de participants à des enseignements demandent à pouvoir participer en Zoom et non pas en présence. Ce qui n'est pas la même chose, ce qui ne Non. veut pas dire que c'est nul, parce que c'est Non, c'est aussi ça. efficace, mais pas avec la même intensité, Mm. comment je dirais, imperceptible. Là, Mm. il n'y a pas cette transmission d'énergie directe. Non, exact. Et ça, c'est ce qui me, On c'est ce qui reste me dans la freine. forme, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui me freine personnellement dans l'avancement sur la voie. C'est sûr que j'avance là, quand même, mais quand on parle d'étapes et tout ça, ben là, ce qui s'offre à moi, c'est en Zoom seulement. Et je suis un petit peu réfractaire, alors c'est mon petit commentaire personnel là, Oui, oui, par non, mais rapport à ça. Mais on vient d'en parler, c'est c'est ça. ça, c'est la réalité. C'est la C'est qu'il réalité. y a à la fois, ça répond à un besoin, Mm. mais en même temps, c'est un petit peu une petite coche en dessous de ce qu'on a l'habitude de transmettre, c'est-à-dire au niveau de l'énergie directe. Oui, oui. Mais c'est pas forcément un jugement, Mm. et peut-être c'est comme ça qu'on va survivre. On s'en verra bien. On va savoir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est ça, je garde. Il y a une confiance qui est là, par exemple. Mhm. Ça, c'est quelque chose que je cultive et que je conserve. Tu vois d'autres choses à ajouter? Je ne crois Est-ce que tu as pas envie de dire quelque chose que je ne t'ai pas, que vers laquelle je ne t'ai pas ouais. guidé? Non, Jean-Luc. Non. Non, je pense que. Alors, quel serait ton mot de la fin, ce qui peut être plusieurs phrases d'ailleurs? Ah, mon Dieu, C'est Seigneur. pas oh, appelle-moi Jean-Luc, soyons. Ça remonte à gueule. Ouais. C'est difficile de se défaire de ces habitudes-là, si Dieu le veut. Ouais, Oh c'est mon ça. Dieu Seigneur. Euh, ben, je suis infiniment reconnaissante. Reconnaissante envers le centre, envers ses membres, envers tout ce qui entoure Shambhala, parce que ça a vraiment nourri ma soif de spiritualité et d'expérience humaine. Je disais que c'est ça qui m'anime aussi. Alors, ouais, c'est ça. Merci. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous regardez, qui nous supportez, qui me supportez depuis ça fait 2 ans qu'on fait ça, donc un peu plus même. Et c'est toujours inspirant d'avoir vos commentaires. Donc, puisque vous regardez cette émission, ça veut dire que vous êtes sur YouTube, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Au besoin de nous contacter si vous avez des questions à poser. Et voilà, et puis dans un mois, on aura une autre personne qui aura un autre point de vue, qui nous développera un petit peu à travers sa sensibilité et son expérience personnelle, un peu comme l'a fait Manon, que je remercie du fond du cœur, de manière à élargir le débat, puis à montrer la richesse de la communauté, ce que nous appelons la Sangha, qui est vraiment le support, puisque dans le bouddhisme on dit qu'il y a 3 joyaux, comme tu le rappelais, le Bouddha qui représente tout l'aspect spirituel, et puis le Dharma qui est
l'aspect de tous les enseignements qui sont transmis depuis la spiritualité jusqu'à notre niveau d'humain, et puis la Sangha qui permet que tout ça fonctionne, et qui surtout est le dispositaire, parce que Sangha c'est un mot masculin, on dit toujours la Sangha, mais c'est un mot masculin en sanskrit, mais personne ne le masculinise, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce qu'il est inutile. Mais surtout que la Sangha, c'est vraiment l'outil qui permet au chemin de se faire, mais grâce, et qui est la vraie transmission vers ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains. Merci. Je n'oublie pas cette fois-ci de remercier Léon, sans qui rien ne serait possible, qui est notre technicien en chef. Enfin, il fait tout. Technicien, il fait les arrangements, il fait tout ça, il met en ligne. Enfin, c'est un one-man show. Merci Léon. À bientôt. Bonne soirée.